Je vais inviter à la table les participants au comité départemental de l'électronique. Il y a donc Johan Marzalek qui est à l'AFPA, Frédéric Bontaz de ST Microélectronics, Alexandrine de Vojani pour le rectorat, Émilie Velasquez pour le campus des métiers et des qualifications, Chantal Lucchino pour la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, Mario Zaki pour Aledia et Charles Aymar pour la société Okedoc. Donc je vous invite tous à me rejoindre si vous le voulez bien. Bien, merci à tous d'avoir participé à cette initiative du comité départemental de l'électronique. Donc, je rappelle que le président de la République a annoncé un plan électronique avec 5 milliards d'euros d'investissement pour accroître la production industrielle et créer ces emplois, ces fiches de poste dont je parlais qui sont désormais présentes. Et on a bien vu qu'il y a des enjeux locaux qui sont extrêmement importants et que monsieur le préfet a souhaité résoudre à travers un comité départemental de l'électronique qui a été installé en septembre dernier, le 13 septembre dernier, à la préfecture de l'Isère, avec l'ensemble des acteurs, les acteurs industriels, mais aussi l'ensemble des partenaires des collectivités, de l'État, pour réfléchir aux grands enjeux que nous avons. Les grands enjeux, quels sont-ils? Le premier enjeu, c'est l'éco-conception, de faire en sorte que, même dans les entreprises, on sache quelle éco-conception on peut mener, qu'il y ait une communication conjointe qui puisse être réalisée par les entreprises sur les résultats qui ont déjà été obtenus, parce qu'il y a des résultats sur les baisses de consommation d'eau, sur les baisses de consommation d'énergie, sur la consommation foncière également. Ces résultats doivent être connus de la part des acteurs de terrain, donc chacun ici peut réfléchir à comment participer à cette communication conjointe qui est réalisée par les entreprises, à l'initiative des entreprises. Au niveau de l'État, nous intervenons uniquement en appui. Et puis, au-delà de ce groupe de travail sur l'éco-conception, il y a d'autres groupes de travail qui ont été conduits par des chefs de file, à la fois un chef de file industriel et puis un chef de file partenaire public, donc avec un groupe de travail également sur les mises en relation qualifiées, et puis 2 groupes de travail fondamentaux sur justement l'attractivité et sur la formation, qui sont les 2 enjeux majeurs que nous avons devant nous. Donc, sur l'enjeu de l'attractivité, la première question que nous avions au moment du comité départemental de l'électronique, c'était de vraiment estimer clairement les besoins. Où étaient les besoins, quels étaient les métiers sur lesquels nous avions des besoins. Et ça a été le rôle de l'AFPA, auquel nous avons confié la mission de réaliser le diagnostic des besoins, et pour savoir, au-delà des 617 fiches de poste que nous avions aujourd'hui, combien de fiches de poste vont peut-être s'accumuler dans les années à venir, et ça c'est quand même une bonne nouvelle, puisque ce sont des postes qui peuvent être extrêmement intéressants pour le territoire, mais de savoir exactement où en était la situation pour les 2 à 3 prochaines années. Donc je vais donner la parole à l'AFPA pour le diagnostic des besoins. Bonjour à toutes et tous, je suis heureux donc d'être avec vous aujourd'hui pour venir vous partager 2-3 éléments donc de l'étude qui a été réalisée courant d'année dernière et qui a été donc livrée au comité départemental en décembre. Une étude qui avait pour objectif initial d'identifier 3 choses. La première, c'était effectivement d'aller dans un petit peu plus de détails sur les besoins des entreprises de la filière sur le territoire. Un deuxième objectif était celui de cartographier l'offre de formation initiale et continue. Et un troisième objectif était de synthétiser la remontée donc, des besoins et des constats des entreprises rencontrées par un plan d'action. Alors, au niveau du contexte de ces travaux, effectivement, on a pu toutes et tous prendre connaissance d'une étude en courant d'année 2020 qui a été donc commandée et livrée à la filière par OPCO2I, une étude nationale qui nous donnait tout un tas d'informations et il était intéressant de pouvoir les affiner sur le territoire, tant en termes de recrutement, de projets de développement, mais également d'actions nécessaires pour aller vers ces besoins qui sont donc remontés.
Les entreprises qui ont donc participé à ces échanges, c'est un ensemble donc de 25 entreprises qui ont pu nous partager leurs besoins. Ces entreprises représentent approximativement 60% des salariés donc de cette filière, et c'est important de le rappeler puisqu'effectivement les éléments qu'on va partager ne représentent ici qu'une estimation de ces besoins, on va dire en fourchette basse. Les entreprises donc ont pu être rencontrées, c'est 46% de fabricants, 42% de designers fabless, bureaux d'études et 12% d'équipementiers. Les projets de recrutement qui ont donc pu être identifiés sur ces rencontres nous montrent des chiffres assez importants et qu'on peut résumer dans un premier temps à peu près 1500 projets de recrutement par année entre donc cette année 2023 et l'année 2025, pour amener donc ce constat à 4500 projets de recrutement, soit environ 1500 projets par an. Juste une petite remarque, c'est que les grosses entreprises ont beaucoup plus de facilité a priori à pouvoir quantifier leurs besoins, et ce jusqu'à 2025. Les PME, quant à elles, ont un peu plus de difficultés à le faire. C'est la raison pour laquelle, en tout cas, on s'est concentré à communiquer ces besoins uniquement sur l'année 2023, et le détail que vous voyez à l'écran ne correspond qu'aux besoins 2023. On retrouve donc 57% de ces besoins sur les métiers d'ingénieurs, 26% de ces besoins sur les métiers de techniciens et 17% de ces besoins sur les métiers d'opérateurs. Il est à remarquer que ces projets mettent en évidence en tout cas les métiers les plus recherchés d'ingénieurs R&D, avec 471 projets de recrutement, 240 projets de recrutement pour des techniciens de maintenance et un peu plus de 200 projets pour les opérateurs salle blanche. Ces projets, si on veut regarder rapidement où on a pu les identifier, on peut noter qu'à 3/4 de ces projets sont portés par le territoire nord-est, avec 70% quasiment des besoins de recrutement des opérateurs, presque 60% des besoins de techniciens et presque 50% des besoins d'ingénieurs. Pour le bassin grenoblois, on retrouve en grande partie des besoins autour des ingénieurs, avec près de 80% de ces besoins, et enfin le territoire nord-ouest qui déclare près de 45% de ses besoins sur les métiers d'ingénieurs là aussi. Pour le deuxième objectif de ces travaux, on a donc réalisé une cartographie des actions de formation, une cartographie qui compile les actions de formation initiales et les actions de formation continue, donc qui s'est basée sur une compilation donc des actions de formation initiale qui a été réalisée par le campus des métiers et des qualifications et qui a été présentée au comité départemental en décembre, et puis un référencement qui a été fait également au niveau des actions de formation continue sur la base Ophélie, par l'AFPA et par le CARI-FOREF via compétences. Cette compilation nous renvoie à un certain nombre d'offres et d'organismes de formation, et c'est une cartographie qui est donc disponible sur notre étude et qui permet d'identifier ces actions sur 3 portes d'entrée: le métier, la typologie d'action et le niveau de sortie de formation. Très rapidement, voilà la forme que prend cet outil. Je ne vais pas en dire plus aujourd'hui, ce n'est pas le but, mais en tout cas c'est un outil qui permet très rapidement d'aller identifier et les actions et les organismes de formation qui portent chacune d'entre elles. Je vais passer très rapidement sur la parole des acteurs, puisque là aussi le but aujourd'hui n'est pas celui de détailler cette parole d'acteurs, mais plutôt d'identifier comment elle a pu alimenter le plan d'action qui a résulté de ces rencontres. On a pu identifier en rencontrant ces acteurs des difficultés de recrutement naturellement, avec des pénuries de candidats, un phénomène de turnover important,
une problématique de temps sur la prise de poste, mais également sur les dispositifs de recrutement qui peuvent là aussi prendre pas mal de temps. Et puis, naturellement, une dépendance aux grands groupes de la filière qui sont sur le territoire et qui peuvent parfois rendre difficiles les campagnes de recrutement des entreprises de moindre envergure. Des pratiques et des axes d'évolution en matière de recrutement. L'idée étant de consolider les relations avec les écoles. On a pu en parler auparavant. C'est fortement ressorti également sur l'idée de favoriser les évolutions professionnelles des salariés, d'agir pour la qualité de vie et des conditions de travail, et enfin d'améliorer et de sécuriser certaines procédures RH. La perception de l'offre de formation, rapidement, une offre de formation initiale qui semble correspondre aux besoins avec, et là aussi on en a parlé, une volumétrie qui a été mise en évidence, des confusions parfois entre le numérique et l'électronique et un décalage concernant des technologies de pointe qui persistent et qui sont toujours aussi fortement attendues par les entreprises. Une offre de formation continue qui semble, quant à elle, très peu mobilisée, avec des parcours de formation interne qui, du coup, se développent pour compenser ce constat. Et enfin, sur les évolutions en matière de formation, des partenariats écoles qui sont toujours nécessaires à poursuivre, de développer l'alternance, de travailler avec ces écoles pour proposer des projets de fin d'année toujours de plus en plus intéressants pour les élèves ingénieurs. Et enfin, la sécurisation des formations internes en identifiant des salariés référents et en développant des réseaux de formateurs internes. Voilà, pour conclure ma présentation rapidement, un plan d'action qui a résulté de ces rencontres. Plan d'action donc qui se présente en 4 temps. Un premier temps sur le recrutement et naturellement un besoin de recruter autrement, en identifiant des profils qui naturellement vont être jusqu'à présent moins présents, en tout cas dans les campagnes de recrutement. Je pense aux reconversions, mais je pense aussi au public féminin, et là on en a parlé également. Une poursuite donc de participation aux événements publics et la favorisation des échanges inter-entreprises pour réduire les effets de concurrence, pourquoi pas en développant des outils de partage entre les entreprises prêtes à faire cette démarche. Un deuxième axe de travail sur booster l'image de marque des entreprises en ouvrant les portes des entreprises et en continuant de le faire, en travaillant en lien avec Pôle emploi, en transmettant les besoins et en étant tout à fait transparent sur ceux-ci, en accueillant des alternants et des stagiaires de formation dans des logiques de pré-recrutement et en communiquant les valeurs de l'entreprise le plus possible et le plus tôt possible. Un troisième axe de travail, celui de développer l'attractivité de la filière. Naturellement, on est au cœur de notre sujet, en œuvrant à l'identification de la filière le plus possible et en attirant les jeunes bien avant leur choix d'orientation. Et un quatrième et dernier axe de travail, qui est celui d'étendre les processus de formation, donc par l'ajustement de l'offre de formation actuelle, et en poursuivant donc les synergies entre les organismes de formation et les entreprises du territoire. Merci beaucoup. Merci pour ces éléments. Merci à ce travail qui a été réalisé par l'AFPA. Et donc, il nous montre bien le diagnostic, c'est que plus de 4500 recrutements, en plus des 617 fiches de poste que j'évoquais, c'est qu'on a 4500 recrutements qui sont dans les 2-3 prochaines années. C'est extrêmement important, sachant que c'est une partie des recrutements et que l'enquête n'est pas exhaustive, elle concerne une partie des entreprises. Donc, c'est beaucoup plus que 4500 recrutements dans la filière qui vont arriver. Et donc, on a besoin de beaucoup former. C'est l'objectif du groupe de travail formation auquel je vais donner la parole pour évoquer les premiers résultats du groupe de travail et puis les briques sur lesquelles on va pouvoir avancer avec l'ensemble des acteurs ici présents. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, je suis Frédéric Montaz, le DRH donc de ST Microelectronics, le site de Crolles. Je voulais en effet vous parler de formation, puisqu'aujourd'hui, il nous semble que le sujet du recrutement, qui était le sujet initial dans la filière depuis quelques années, face à un certain nombre d'enjeux,
voire de difficultés, eh bien, le constat était que les entreprises du territoire recrutaient les mêmes personnes qui, en fait, finissaient parfois par faire des rotations d'une entreprise à une autre. Avec en général un effet sur le salaire qui était relativement intéressant pour les personnes concernées, et tant mieux pour elles, et c'était tout ça, bien sûr, au profit des personnes concernées, mais pas au profit nécessairement de la filière, et en tout cas du développement industriel et économique du territoire. Une fois ce constat fait, il nous a semblé que l'enjeu était réellement de développer l'acquisition de compétences. Alors l'acquisition de compétences, évidemment, quand on recrute une compétence. On peut également former en interne, toujours avec ce raisonnement compétences, développer et orienter les gens en interne vers les métiers les plus stratégiques. On arrive quand même, à un moment donné, à se dire que sur le territoire, et ça a été démontré à l'instant, en termes de volumétrie, la formation ne propose pas assez de personnes pour répondre à ces enjeux industriels. Alors, la volumétrie est un constat presque, puisqu'on a parlé d'attractivité. Aujourd'hui, on a des filières, et ça a été dit par différents intervenants, on a des filières qui ne sont pas forcément complètes, sans parler du fait qu'en plus, elles ne sont pas suffisamment féminisées. Donc finalement, en remontant à chaque fois l'arbre des causes, pardon pour ce raisonnement un peu industriel, mais c'est les choses qui m'arrivent, on s'aperçoit que la question de l'attractivité de la formation, et c'est là qu'on rejoint finalement nos différentes thématiques du jour, l'attractivité de la formation dans ces métiers-là devient le cœur. Aujourd'hui, il y a en effet, ça a été dit, une confusion parfois entre l'informatique, l'électronique, la microélectronique, les hautes technologies. Bref, on s'aperçoit que très vite, quand on parle en dehors d'un petit secteur concerné, un niveau de méconnaissance assez élevé quand même sur les différences qu'il y a entre ces différentes compétences. Rien de très grave, uniquement des choses qu'on peut résoudre. C'est ça qui est rassurant. Ouais, comment on va le résoudre? On va le résoudre, de notre point de vue, en tout cas nous, en tant qu'industriels, nous sommes convaincus qu'il faut évidemment améliorer la communication, travailler le plus possible avec l'ensemble des acteurs publics. Je parle de Pôle emploi, évidemment le rectorat, mais l'ensemble des acteurs publics. Nous sommes convaincus que c'est cette première étape qui est lancée et qui doit continuer à avancer. Il nous semble que nous devons aller plus loin. Nous devons aller plus loin, nous devons créer un lieu qui va représenter, en effet, l'intérêt pour ces métiers-là, l'intérêt pour ces compétences, et nous permettre, nous permettre donc de former, c'est-à-dire d'avoir des plateaux techniques. Et Madame de Vojani parlait en effet de la contrainte technique dans la formation à ces métiers-là, puisque pour ceux qui connaissent le fonctionnement d'une salle blanche, eh bien, on a des équipements. Ces équipements sont relativement volumineux. Ils ont des enjeux, évidemment, en sécurité, en coût, qui font que c'est un projet en soi d'installer un équipement de microélectronique, même un équipement simple, dans le but de la formation. Donc il faut, à un moment donné, un lieu dédié. On le sait, pour tout un tas de raisons, la formation en production sur un équipement qui est en production relève d'un challenge qui est quand même compliqué. Donc un lieu totem dans lequel la formation au sens technique du terme sera possible, facilitée avec toutes les conditions qu'il exige, mais également un lieu où on fera démonstration, on fera toute la pédagogie nécessaire pour expliquer ce que je disais précédemment. Qu'est-ce que la microélectronique au sein de l'électronique? La différence avec l'informatique? Bref, toutes ces étapes qui peuvent paraître simples à l'Assemblée, évidemment, mais qui nécessitent pour autant d'y consacrer un peu d'énergie. Et puis, en effet, ce lieu serait également un lieu d'échange et d'expertise. Encore une fois, ces métiers de la microélectronique exigent de rentrer parfois un peu dans le détail, avec des experts qui sont sur le territoire, beaucoup, et de très bon niveau, mais aussi sur d'autres territoires, voire à l'étranger, et qu'il faut rassembler en certains lieux, en des lieux opportuns, pour mélanger donc les regards sur cette question, encore une fois, de la compétence, qui nous semble au cœur du dispositif. Voilà, donc c'était la partie des actions moyen terme
Je ne reviens pas sur les actions court terme qui ont été développées précédemment. Et puis, donc je vous ai parlé de ce projet qui, en effet, va nous permettre de faire un pas important, je pense, sur les questions qu'on traite aujourd'hui. Tout a été dit par Frédéric Bontaz. Ce projet, on va en reparler dans la matinée, je crois, entre midi et 2. Et on a vraiment besoin d'avoir vos propositions et aussi le fait que c'est un projet, que vous attestiez que c'est un projet qui intéresse tout le monde, parce que c'est vraiment un projet que l'on souhaite multipartenarial, qui ne viendra en complément de ce qui existe déjà, qui devra s'articuler effectivement à nos formations dans nos établissements, aux lieux de démonstration qui existent déjà, mais pour vraiment faire un lieu emblématique de la filière sur ce territoire. C'est vraiment l'enjeu qui nous réunit, en tout cas au sein du groupe formation, pour vous proposer ce projet-là. Voilà. Merci. Donc l'État est prêt à accompagner ce projet d'école électronique à hauteur de 70% dans le cadre de France 2030, parce que c'est vraiment l'objectif, les compétences et métiers d'avenir. 70%, ce n'est pas 100%. Il y a besoin aussi d'un apport de la part des entreprises. Ça peut être un apport en termes d'achat d'équipements, ça a été dit, de mise à disposition de salariés enseignants, la participation financière également, pour arriver finalement à montrer que si l'État met 70%, c'est aussi parce qu'il y a un intérêt des entreprises. Et je pense que l'intérêt est là, d'avoir cette école électronique pour former davantage. Et puis aussi, Madame de Vaujany a évoqué le fait qu'il y a une augmentation du nombre de places en bac pro, en BTS, et parfois ces étudiants, ces lycéens ont besoin de contrats aussi, de contrats d'alternance. Et quand on les rencontre, finalement, certains n'arrivent pas à avoir leur contrat d'alternance, et parfois ils ne connaissent pas les entreprises, parfois les entreprises ne sont pas allées les solliciter pour proposer des contrats d'alternance. Donc vraiment, j'encourage aussi toutes les entreprises qui sont présentes ici aujourd'hui à proposer des contrats d'alternance à tous ces étudiants qui sont aujourd'hui intéressés par la filière de formation, mais qui ont besoin d'un contrat d'alternance pour pouvoir s'inscrire pleinement dans leur formation. Nous allons donc passer désormais au groupe de travail sur l'attractivité, auquel je vais donner la parole. Madame Velasquez, Madame Lucchino et Madame Zaki. Bonjour à tous. Donc, ce groupe de travail attractivité en fait est composé de 3 chefs de file, donc la société Aledia, la DDETS, le campus des métiers et des qualifications numériques de Drôme-Ardèche en cours de rebalisation en campus d'excellence informatique et électronique. De demain, pardon, et qui se sont associés en fait au groupe de travail institutionnel déjà créé qui travaillait sur la même thématique, donc Aura Entreprise, Grenoble-Alpes Métro, Invest in Grenoble-Alpes, Pôle emploi, l'APEC, Minalogique et l'UDIMEC. Donc ce groupe de travail a travaillé sur plusieurs actions, des actions à court terme sur l'année 2023, des actions à moyen terme sur 2024 et 2025 et des actions à long terme. Alors, pour ce qu'il en est sur les actions à court terme, le but, c'était vraiment de travailler sur des capsules vidéo pour pouvoir présenter les différents métiers de la filière et aussi parler et montrer en fait l'attractivité de notre beau territoire. Donc, on va... Donc, si tout se passe bien... Si tout se passe bien, vous allez pouvoir regarder en avant-première la bande-annonce de cette capsule qui sera disponible normalement à la fin du mois, dont effectivement l'objectif c'est à la fois une présentation des différents métiers de l'électronique, mais également une présentation du territoire. L'objectif étant à la fois d'attirer des demandeurs d'emploi du territoire sur cette filière, mais également de faire venir des talents d'ailleurs de France, voire de l'international. Donc, je voulais juste préciser que nous avons confié la production de ces capsules en fait à l'agence Invest in Grenoble-Alpes, et c'est le résultat de ce travail que vous allez apercevoir aujourd'hui. Merci.
dans un format un peu plus long dans quelques temps. À la fin du mois, si tout se passe bien. Alors, vivement la fin du mois. Ensuite, nous avons travaillé sur une étude prospective sur les actions menées dans la région grenobloise pour favoriser l'attractivité de la filière électronique. Donc, on aura une petite présentation juste derrière pour nous exposer cette étude. Ensuite, la participation à l'organisation du forum de l'IRT Nanoélec et un travail sur les conventions de stage multi-entreprises, notamment pour les élèves de 3e, afin, on l'espère, de peut-être susciter de futures vocations et de pouvoir semer des petites graines pour rejoindre nos métiers chez nous industriels. Des actions à moyen terme sur 2024-2025, donc avec un formidable projet, le projet FAME et son volet communication et attractivité avec un plan de communication à 360 degrés et le recrutement d'un alternant chargé de communication et filière électronique. L'organisation bientôt de la semaine de l'électronique, la création d'un portail dédié à l'électronique en Isère avec des fiches métiers, une cartographie des formations qui existent, et une présentation vers les entreprises, ainsi que des liens vers des offres d'emploi. Ensuite, des actions à plus ou moins à long terme, donc la création et la diffusion de manuels pédagogiques. Donc le but, ce serait vraiment d'aller auprès des enseignants, dans les écoles, essayer d'exposer et d'expliquer en fait nos métiers de manière pragmatique pour que ces jeunes qui, on l'espère, seront nos futurs collaborateurs, comprennent l'opportunité de ces métiers, les carrières qui peuvent être possibles chez nous. Parce que je pense, comme le disait un des personnes avant, on ne communique pas forcément assez. C'est aussi notre intérêt de sortir de nos entreprises et d'aller voir les futurs collaborateurs de demain dans leur lieu de formation pour expliquer qui on est, ce qu'on fait et ce qui est possible chez nous. Et enfin, une action dans le cadre de l'école de l'électronique avec un incubateur d'innovation et un futur lieu totem. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres personnes du groupe de travail souhaitaient intervenir? Bien sûr, donc ces deux groupes de travail, en plus des autres groupes de travail, sont ouverts. Là, ce sont les chefs de file qui sont présents, mais sont ouverts à l'ensemble des participants ici présents. N'hésitez pas à proposer des idées à ces groupes de travail, puisque ce sont bien sûr des groupes dont les chefs de file sont aujourd'hui connus de la part de l'ensemble des acteurs de l'électronique. Merci beaucoup. Sur l'attractivité en particulier, j'avais parlé de prendre des contrats d'alternance, c'est fondamental, mais aussi évidemment prendre des stagiaires de 3e, des stagiaires de lycée professionnel, des stagiaires à tout niveau de formation, c'est absolument fondamental. Certaines entreprises aussi font des journées portes ouvertes 1 fois par an, 2 fois par an. Là, il va falloir accélérer le rythme aussi, accélérer le rythme de ces journées portes ouvertes. Il n'y a pas très longtemps, j'avais vu des demandeurs d'emploi qui ne connaissaient pas du tout la filière de l'électronique, qui étaient dans l'agriculture, qui étaient dans le soin, qui étaient dans des filières complètement différentes, et qui sont allés au CEA Grenoble, au CEA Leti, passer une demi-journée, qui ont découvert les salles blanches, et qui ont découvert à quel point c'était quelque chose d'impressionnant. C'était un travail qui était impressionnant. Ils n'avaient aucune idée qu'à 2 ou 3 kilomètres de chez eux, il y avait ce type de possibilités, et surtout leur possibilité en 6 mois de se former pour devenir eux-mêmes techniciens au CEA Leti. Et ça, c'est le travail qui a été réalisé avec le Greta de Grenoble, donc je veux saluer vraiment le travail qui a été mené, mais on voit que ces journées portes ouvertes, si on les multiplie, ce sont des dizaines et des dizaines de personnes potentiellement à qui on offre déjà des opportunités, qui ont le sentiment aussi de partager un projet qui les dépasse et qui ont non seulement des opportunités pour eux-mêmes, mais pour des projets dont ils ont le sentiment qu'ils les dépassent. Et en plus, ça permet de pourvoir tous ces emplois qui sont aujourd'hui disponibles. Donc pour terminer, justement, l'objectif, c'était, à l'occasion de ce comité départemental de l'électronique, c'était de fédérer l'ensemble des actions qui sont déjà réalisées. Et heureusement, il y a beaucoup d'actions sur l'attractivité qui sont réalisées, et l'idée, c'est aussi de les concaténer, de les rassembler. Et ça, c'était le travail qui a été demandé à la société Okedoc, donc avec M. Aymar qui est ici présent. Donc je vous laisse la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. En effet, cette étude est portée par le CMQ, dont Madame Zaki a eu le courage de donner son nom entier. Moi, je vais rester à CMQ. Donc Émilie Villasquez, j'en suis la directrice opérationnelle. Avant que Charles prenne la parole et en fasse la restitution, je tenais à préciser que cette étude a été financée par la DRARI, que je remercie encore pour sa réactivité, puisqu'elle a été lancée il y a 19 jours exactement. Et donc je tiens aussi à remercier la société Okedoc pour avoir réalisé ce travail en 19 jours. La dernière chose que je voulais préciser, c'est qu'en effet, le campus est basé à Valence, sur le campus Briffaut, avec le lycée Algoula-Feumas, l'IUT de Valence et les ISAR, qui forment eux aussi vos futures ressources et les futures ressources du bassin grenoblois.
Charles, à toi. Donc, bonjour à toutes et à tous, merci pour la présentation. Donc, je vais essayer d'être assez bref pour garder l'essentiel des messages de cette étude. Alors, l'objectif de cette étude, c'est il y en a 4 en fait, un quadruple objectif qui est premièrement de recenser donc, les actions qui ont été menées pour favoriser l'attractivité de la filière. Un deuxième point, interroger un peu ces actions, notamment celles qui manquent et celles qui seraient à développer à court, moyen et long terme. Un quatrième objectif qui est de créer une typologie des actions et ensuite de mettre à disposition cette typologie d'actions via une cartographie. Alors, l'état d'esprit de cette étude, c'est vraiment un caractère exploratoire, c'est-à-dire qu'on a essayé de poser un regard, j'ai envie de dire presque candide, en tout cas neutre et objectif, sur les actions qui ont été menées. Et ce travail de recherche-là, voilà, il a été effectué en tout cas dans cet état d'esprit. Alors, concernant la méthodologie, quelques remarques rapidement. C'est important de savoir quand même comment ce travail exploratoire a été réalisé, puisqu'il n'a pas pour vocation à être exhaustif, mais en tout cas à présenter des faisceaux d'indices, des bribes de réflexion sur les actions qui ont été menées pour l'attractivité de la filière. Donc, on a procédé en 4 temps. Tout d'abord, on a référencé les acteurs. Dans un deuxième temps, on a identifié les actions qui ont été menées par les différents acteurs en vue de les comprendre et en vue de les cartographier. Pour compléter ce référencement-là, on a mené une série d'entretiens avec les acteurs afin d'avoir des retours de terrain avec des pratiques concrètes, des problématiques quotidiennes rencontrées par les acteurs. Et enfin, une troisième récolte de données ou un troisième canal pour récolter les données qui est un questionnaire. Alors, concernant les résultats de la partie référencement, on a identifié environ 300 acteurs, un peu plus, et on s'est centré sur on va dire, environ 75 acteurs, et pour un total de 181 actions de promotion et d'attractivité du territoire. Alors, si on regarde sur justement les actions d'attractivité et le public cible, c'est les deux critères que j'ai retenus pour cette présentation aujourd'hui. Concernant les actions d'attractivité, on remarque que majoritairement il s'agit d'actions de communication autour du développement économique des sociétés, et un deuxième trait qui ressort de cet ensemble d'actions, c'est la partie événementielle. Voilà, donc pas mal d'actions de communication et d'attractivité autour de la participation aux événements. Concernant le public cible, majoritairement, on va dire qu'on va retrouver deux publics cibles sur ces actions d'attractivité, à la fois les entreprises et à la fois le grand public. Alors, peut-être point en tout cas de vigilance, d'interrogation, ou en tout cas ce qui ressort, c'est que les étudiants sont assez peu concernés par les étudiants et lycéens finalement, parce qu'on peut même prendre un peu plus tôt dans la filière de formation, sont assez peu concernés par ces actions de communication et d'attractivité. Concernant les entretiens, donc on a environ 6 heures d'enregistrement avec les entretiens. Donc l'idée en fait c'est de faire ressortir, comme je le disais tout à l'heure, les problématiques rencontrées par les acteurs. Donc il y a 3 enjeux en fait qui ressortent de ces entretiens-là. Donc premièrement, c'est un enjeu de formation des ressources humaines et des intervenants. Comment est-ce qu'on peut prendre la parole face à un public jeune, en tout cas de collégiens, de lycéens et d'étudiants. Donc ça c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu de communication et notamment un enjeu de coordination, puisque les acteurs mettent en avant le fait qu'il y a de nombreuses actions, et ça a été rappelé par les intervenants précédents, mais que ces actions de promotion et d'attractivité ne sont pas forcément coordonnées. Et certains acteurs ne sont pas forcément au courant des actions qui peuvent être menées dans la région. Et enfin, un troisième enjeu qui m'a semblé important de soulever, puisque plusieurs acteurs ont témoigné dans ce sens-là, c'est la problématique du foncier et de l'espace pour développer de nouveaux projets qui permettent justement de communiquer et de montrer que la filière progresse.
concernant les résultats des questionnaires, donc 3 enjeux et 3 besoins. L'enjeu du recrutement, pardon, il a déjà été évoqué, mais je pense que c'était intéressant, donc j'ai isolé quelques verbatim. L'idée, c'est de promouvoir, en tout cas, ou de changer la représentation métier que peuvent avoir les collégiens, lycéens et étudiants vis-à-vis des métiers de l'électronique. Un deuxième enjeu concernant l'information, c'est l'accessibilité à l'information. Comment est-ce qu'on rend compte des actions qui ont été menées, et comment est-ce qu'on les promeut et comment est-ce qu'on rend cette information disponible. Et enfin, un troisième enjeu que j'ai trouvé assez intéressant, c'est la logique de coopétition, c'est d'avoir une logique de filière, c'est-à-dire on est sur un territoire qui est restreint. Enfin, vous êtes sur un territoire qui est restreint. Et l'idée, ce serait plutôt, je vais reprendre une expression de l'OSCI, c'est la logique de chasser en meute, en tout cas d'avoir une logique de collectif. Concernant les besoins, un besoin de coordination, c'est ce qui est ressorti, un besoin de formation à la communication, et un troisième besoin, c'est sur la relation qui a été aussi évoquée, c'est entre entreprises et les organismes de formation. Alors 4 enseignements pour cette étude. Premièrement, c'est qu'il y a peu d'indicateurs pour mesurer l'efficacité et les retombées des actions de promotion et d'attractivité. Donc l'idée de cette étude, c'est de jeter les bases de création d'indicateurs, de KPI pour évaluer ces actions d'attractivité. Deuxième enseignement, c'est la disponibilité de l'information, ça je l'ai soulevé juste avant. La coordination, ça c'est le quatrième, nécessaire coordination, c'est le quatrième enseignement, et les besoins d'appui à la formation, à la communication, notamment autour des nouveaux outils numériques, et la vidéo qui a été présentée juste avant est un bon exemple de renouvellement de la communication. Enfin, concernant les bilans et perspectives, et ce sera ma conclusion, cette étude, en fait, elle a servi à construire un outil, une base de données qui permet de penser et de mesurer les actions relatives à l'attractivité de la filière. Il est possible de compléter cette base de données qui pourra faire évoluer les chiffres et du coup avoir une représentation plus fidèle de la réalité. Et enfin, c'est un travail qui invite à réfléchir sur les canaux de communication employés par les acteurs pour favoriser l'attractivité de la filière. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour le travail qui a été réalisé. Donc effectivement, vous avez l'ensemble des travaux là qui sont en cours et je remercie vraiment les actrices et les acteurs qui sont ici présents, qui ont lancé ces travaux dans des délais courts. Je vous encourage vraiment à participer à ces travaux, maintenant que vous les connaissez, vous voyez les briques sur lesquelles vous pouvez apporter des éléments. Et donc, nous allons passer désormais à la deuxième séquence de la matinée, et donc il y aura une pause entre les deux.